La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, bienvenue et très bonne année 2021 à tous. Bienvenue pour ce premier TVR BP Go Business Club de l'année. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font, et nous allons dans un instant nous intéresser à un thème particulièrement important qui a marqué également ces fêtes de fin d'année, à savoir le Brexit. Avec l'équipe des chroniqueurs du jour, nous sommes très heureux de recevoir, mais en distanciel, Pierre Karleskind, député européen, président de la commission de la pêche à Bruxelles. Bonjour Pierre Karleskind. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que c'est un dossier qui est sensible, important pour toutes les régions maritimes de France, avec un ressort évidemment particulier pour la région Bretagne. Pour vous interroger dans un instant, Bruno Pin. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Directeur général adjoint à la BP Go Financier et responsable du développement grande clientèle et des ingénieries, mais également de la croissance bleue. Bonjour bâtonnière Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Bonjour Stéphane. Bonjour, et bonjour enfin à Hervé Kermarek, le président du MEDEF Bretagne. Bonjour Stéphane. Bonjour Hervé. Pierre Karleskind, au pied du sapin, il y a eu cet accord entre le Royaume-Uni et l'Europe pour ce Brexit. Vous l'avez dit, et je vous cite, c'est la satisfaction. Nous nous éloignons de l'idée d'un cataclysme et du chaos qu'aurait été un no deal. On est passé à côté de la catastrophe ? On est passé à côté effectivement d'une forme de cataclysme qu'aurait été simplement l'interruption d'abord de liens commerciaux avec le Royaume-Uni. Et puis pour la pêche, qui n'est pas une activité négligeable dans notre région, eh bien ça aurait été tout simplement comme si on avait érigé une sorte de mur au milieu de la Manche qui ferait en sorte que nos bateaux ne pourraient tout simplement plus accéder aux eaux britanniques. Et c'est plus de 40% de l'activité de la pêche bretonne qui aurait été impactée. Donc oui, le 24, alors que j'étais en train d'ouvrir les huîtres pour le réveillon et que j'ai appris cette nouvelle, j'ai poussé un ouf de soulagement. Alors des heures, des journées, des mois de concertation pour cet accord, pour que l'Union européenne, en fin de compte, ne renonce qu'à 25% de pêche dans les eaux britanniques. C'est un moindre mal, hein. C'est un moindre mal. Quand on part dans la négociation en février, les Britanniques réclament rien de moins que 80%. 80% de l'activité des flottes de pêche européennes pratiquées dans les eaux britanniques. C'est faire abstraction d'une réalité historique, qui est que les bateaux européens, français, bretons, tous les bateaux qui naviguent dans ces eaux le font depuis des décennies, voire des siècles, c'est-à-dire bien avant l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et donc, ces droits historiques, nous les avons fait valoir, et je crois que dans cette discussion, nous avons réussi à obtenir en grande partie gain de cause. Une question, Bruno Pin. Bonjour Pierre. Première question évidemment sur le Brexit et l'impact sur la pêche française. We have a deal, c'est une très bonne nouvelle, mais est-ce que vous pourriez nous donner votre lecture réelle des impacts, même si tout n'est pas encore totalement calé, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les antériorités, beaucoup de questions sur la stabilité relative. Et pour la pêche française, et en particulier pour la pêche bretonne, un peu de précision peut-être sur l'impact réel de cet accord qui a été signé le 24 décembre. C'est vrai que trouver quelle est la réalité de l'impact de cet accord sur la pêche dans notre région prendra probablement plusieurs semaines, plusieurs mois. D'ores et déjà, je suis allé dans le nord de la Bretagne, à Séquet-Portrieux, rencontrer l'organisation de producteurs Cobray-Nord, avec le comité départemental des pêches des Côtes-d'Armor. Je suis allé à Lorient, avec la visite de Jean-Yves Le Drian et de Clément Beaune. Ce que nous avons vu, c'est effectivement, il y a des armements qui sont plus ou moins impactés, avec des pertes de quotas de maquereaux, par exemple, pour ceux qui pêchent dans la Manche, dans la mer du Nord, pour ceux qui sont concernés. C'est un peu moins pour les pêcheurs qui sont en Bretagne. Et puis côté Lorient, vous avez des armements qui pêchent dans la zone Ouest-Écosse, où ils approvisionnent le port de Lorient et le marché
en Bretagne avec ce poisson, eh bien, il y a non seulement une baisse de quotas, mais il y a aussi une vraie difficulté administrative que rencontrent aussi les pêcheurs britanniques et singulièrement les pêcheurs écossais, avec des points de passage douaniers côté britannique qui ne sont pas prêts. Et donc, il y a en ce moment du poisson qui pourrit dans des camions, tout simplement parce que les Britanniques n'étaient pas prêts à ce Brexit et à cette bureaucratie augmentée par le fait qu'ils n'appartiennent plus au marché unique. Maître Hélène Audic-Baron. Le Brexit touche l'économie bien au-delà du secteur de la pêche. Qu'est-ce qui explique que les difficultés se sont véritablement cristallisées sur cette question de la pêche ? Eh bien, c'est très simple. C'est vraiment l'approche politicienne populiste de Boris Johnson qui aura créé cet état de fait. Il se trouve que dans les relations que nous avons avec le Royaume-Uni, les Royaumes-Unis ont un atout, c'est que leurs eaux sont très poissonneuses. En tout cas, ce qu'ils appellent aujourd'hui leurs eaux, qui n'ont d'ailleurs pas toujours été leurs eaux, mais c'est un autre sujet sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Le fait est que voilà, le poisson est chez eux, mais le marché est chez nous. Le truc, c'est que Boris Johnson, il avait besoin de pouvoir dire à son peuple, à ses électeurs, bien vous avez voté le Brexit, I want to get the Brexit done. C'est comme ça qu'il a été réélu lors des élections générales à la fin de l'année 2019. Et donc, avoir le Brexit done, ça veut dire tout simplement pouvoir donner des résultats. Or, le seul endroit où il pouvait avoir des résultats, c'est-à-dire vraiment le seul endroit où politiquement il pouvait aller vendre son Brexit, c'était sur la pêche. C'était d'aller dire à des pêcheurs au sud de l'Angleterre ou des pêcheurs écossais, regardez, je suis allé vous récupérer 100 tonnes de cabillaud à tel endroit, 150 tonnes d'aigle-fin à tel autre endroit, 30 tonnes de lieu noir. Et donc, c'était vraiment sur ce sujet-là qu'il pouvait faire, en quelque sorte, sa tambouille politicienne. Et donc, ça a très fortement crispé. Ça c'est une révélation que nous avons eue de la part de la directrice générale en charge des questions maritimes à la Commission européenne, un des mots qui est plus souvent revenu, c'est souveraineté. Or, cette question de la souveraineté, je parle du débat et des négociations qui ont eu lieu avec les Britanniques, cette question de la souveraineté a été essentielle. Or, quel endroit est le plus symbolique de la souveraineté britannique finalement que de retrouver, entre guillemets, le contrôle de leurs eaux. Et donc, tout cela mêlé, le sentiment de souveraineté, de populisme, de nationalisme aussi, fortement exacerbé par le gouvernement de Boris Johnson, eh bien la pêche est devenue un point cristallisant de ces négociations. Hervé Kermarek. Oui, l'Union européenne a renoncé donc à 25% des prises. De nombreuses questions se posent. D'abord, finalement, qu'est-ce que le Royaume-Uni lui a concédé ? Est-ce qu'il a concédé 25% de quelque chose également ? C'est, vous l'avez dit, 40% des pêches bretonnes. Est-ce qu'il y aura des compensations pour les pêcheurs bretons ? Je crois que c'est 150 millions de pertes pour l'Union européenne, pas loin de 12 millions pour la France. Donc c'est évidemment des sommes importantes. Donc deux premières questions. Quelle est la concession du Royaume-Uni ? Et puis, quelles sont les compensations pour les pêcheurs bretons ? Alors, parler de concession du Royaume-Uni, c'est toujours une chose assez difficile. Je peux simplement vous dire qu'ils demandaient 80%, ils en ont eu 25%. Donc, je peux à peu près vous dire que la concession, c'est 65%. Au fond, si vous lisez le droit international de façon très statique, prenez la Convention de Montego Bay qui régit la réalité des relations maritimes sur les sujets de la pêche. Eh bien, elle dit simplement que le poisson qui est dans les eaux britanniques appartient aux Britanniques. Voilà. Et que nous ne serions autorisés qu'à pêcher ce qu'ils ne sont pas capables de pêcher eux-mêmes, dans le cadre d'une gestion durable de la ressource. Ça reste un petit peu technique et ce sont parfois des détails compliqués à appréhender, mais au fond, ils avaient le droit international vu de façon statique pour eux. Ils n'auraient pas pu à long terme garder tout ça pour eux, mais voilà. On peut dire que la concession des Britanniques, en quelque sorte, c'est 65% de cette activité que nous pratiquons chez eux. Les compensations, il va y en avoir, évidemment, et nous allons discuter dans les jours qui viennent au Parlement européen de cette réserve d'ajustement Brexit qui est sur la table. Ce sont 5 milliards d'euros. Nous n'aurons probablement pas besoin de ces 5 milliards d'euros. Ils avaient été prévus en cas de Brexit dur. Et parmi ces 5 milliards d'euros, on estime qu'il y a à peu près 600 millions d'euros qui vont être destinés à la pêche, à aider le secteur de la pêche. Donc, vous voyez, 600 millions d'euros permettront de compenser simplement les entreprises qui ont une perte de chiffre d'affaires. C'est vrai
pour les entreprises de pêche, évidemment, mais il y a énormément d'autres entreprises, des entreprises de mariage. Je vous parlais de ce poisson qui est coincé à la frontière britannique. S'il est coincé à la frontière britannique, c'est qu'il était destiné à des entreprises du côté de chez nous. Et je rencontre régulièrement des entreprises qui sont en difficulté parce que leurs approvisionnements sont bloqués, sont coincés, parce que parfois les règles côté européen ne le permettent pas, et donc ça, il va falloir qu'on s'y attelle très concrètement. Et puis je vais vous parler de cette bureaucratie qui coince tout ça. Donc tout cela est bien pris en compte. Le gouvernement a prévu un plan d'urgence parce que les fonds européens sont parfois un peu longs à débloquer. Donc, côté gouvernement français, le travail est fait pour qu'il y ait un plan d'urgence pour les entreprises immédiatement impactées. Et puis, pour le long terme, entre guillemets, eh bien, il y aura cet argent de l'Union européenne qui pourra soit couvrir ce que l'on appelle les arrêts temporaires. Il y a aujourd'hui des navires qui ne peuvent pas, parce que là aussi, le Royaume-Uni a des contraintes administratives qui font que certains n'ont pas les licences pour aller pêcher, notamment dans ce qu'on appelle la zone côtière, donc ceux-là seront indemnisés. Et puis malheureusement, certains navires vont devoir tout simplement renoncer à leur activité de pêche. Pour l'instant, je n'ai pas trop vu en Bretagne ce cas de figure, mais il est assurément côté irlandais, côté danois, peut-être au nord de la France, il faudra que j'aille vérifier, il risque d'y avoir ce qu'on appelle les sorties de flotte, et donc tout cela devra être compensé et financé. Il y a quelques minutes, Pierre Karleski, vous avez aiguisé notre curiosité sur justement cette mer et ce périmètre maritime du Royaume-Uni qui n'était pas celui peut-être qui existait avant. Ça se passait de quelle manière autrefois ? Eh oui, c'est toute la subtilité de cette négociation. Quand le Royaume-Uni rentre dans l'Union européenne, le Royaume-Uni n'est d'ailleurs pas favorable à l'établissement de zones exclusives économiques dans le monde. Nous sommes dans les années 70, la Convention de Montego Bay qui définira tout ça au niveau international et qui sera adoptée par l'ONU, elle date de 1982. Et c'est dans les années 70 que le Royaume-Uni se décide, au regard de ce qui se fait dans un certain nombre d'autres pays, de revendiquer, comme on dit en termes juridiques internationaux, sa zone exclusive économique, jusqu'à 200 000 marins des côtes, et ses eaux territoriales à 12 000 nautiques des côtes. Et bien avant cela, il n'avait qu'une zone d'eau territoriale entre 0 et 3 000. Autrement dit, quand aujourd'hui on voit la Manche coupée en deux avec un côté britannique et un côté français, eh bien avant cela, c'était pas ça. Le milieu de la Manche, c'était des eaux internationales. L'Ouest Écosse, de la même façon, c'était des eaux internationales, donc dans lesquelles les navires français et les navires anglais pêchaient. Pouvaient aller, quoi. Des décennies et des siècles. Et oui. En tout cas, merci de cette précision, en étant aussi didactique, Pierre Karleski. Nouvelle question posée par Bruno. Vous évoquiez tout à l'heure des compensations pour le monde de la pêche en France. Alors, la principale volonté de nos pêcheurs, c'est de continuer leur métier. Deux petits points. Est-ce que la stabilité relative risque d'être remise en cause avec ce Brexit ? Et surtout, derrière cette stabilité relative, ne croyez-vous pas qu'on va rentrer dans l'ère d'une monétisation des droits de pêche qui serait sans doute favorable plutôt aux très gros armements plutôt qu'aux petits armements, sachant qu'en France, 2/3 des armements français sont de petits armements côtiers? Écoutez, la stabilité relative, d'abord, rappelons ce que c'est. La stabilité relative, donc, c'est cette clé de répartition des quotas entre les États membres. Tous les ans, les ministres de la pêche européens s'enferment à clé en conclave, en quelque sorte, pour définir ce que, espèce par espèce, zone par zone, ils peuvent au maximum pêcher tous ensemble. Et puis après, il y a une clé de répartition qui s'appelle la stabilité relative, qui est figée maintenant depuis plusieurs décennies. Or, il se trouve qu'il faut le dire aussi entre nous, la France est particulièrement bien pourvue par cette clé de répartition. Et donc, en tant que Français, nous n'y avons pas franchement intérêt. Est-ce que cet accord est susceptible de remettre en cause la stabilité relative ? Je crois qu'une des grandes ambitions, elle est un peu cachée parce que je n'irai pas forcément le dire sur les télés espagnoles ou sur les télés hollandaises, mais enfin, une des réalités, c'est que si nous voulions éviter justement de retoucher à la clé de répartition, à cette stabilité relative, c'était que ce pourcentage, donc, qui est aujourd'hui de 25%, ne soit pas trop important. Le fait est qu'avec 25% de la pêche, cette clé de répartition, elle continue à rester à peu près valable. Nous allons regarder, et j'ai demandé d'ailleurs hier en commission pêche du Parlement européen à la Commission européenne de nous fournir une étude précise de l'impact pays par pays de cette réduction des 25%, parce que ce n'est pas 25% uniforme, c'est 25% global. Et après, il faut regarder stock par stock, flottille par flottille, État par État, qui va être le plus impacté. Et effectivement, il y aura probablement des petits mécanismes de compensation. Mais je pense qu'ils ne sont pas aujourd'hui de nature à remettre en cause la stabilité relative. En tout cas, je ne l'ai pas entendu.
je n'ai pas entendu lors des différentes interventions, et pourtant nous avons des collègues espagnols, des collègues hollandais, des collègues danois, donc des pays qui sont fortement touchés. Sur la monétisation, écoutez, c'est quelque chose que j'ai pu entendre. C'est quelque chose que j'ai pu entendre, et y compris sur le fait qu'il faudrait qu'on se prépare à y arriver. Je n'y suis personnellement pas favorable, puisque vous notez très bien, alors après, ce n'est pas moi qui décide, hein, ce sont les Anglais qui, dans 5 ans et demi, auront peut-être la possibilité de rentrer dans cette logique-là, mais nous aurons aussi des moyens de rétorsion là-dessus. Et moi, je ne souhaite pas que nous allions dans cette logique, parce que, vous l'avez très bien noté, ce sont les grosses entreprises qui vont pouvoir en bénéficier, car il faut avoir des moyens capitalistiques, financiers extrêmement importants. Et on sait bien qu'à ce petit jeu, ce sont les Hollandais qui vont gagner, et un peu les Espagnols. Et notre flotte française, qui est plutôt composée de pêcheurs artisans ou de petites structures, n'auront pas les reins assez solides pour pouvoir se confronter dans ce jeu, parce que à ce petit jeu de la monétisation et donc de la financiarisation, création d'un marché à droite de pêcher dans ces eaux britanniques qui sont très poissonneuses, eh bien, nous pourrions aussi voir débarquer nos amis, entre guillemets, chinois, russes, qui, eux, sont dans une politique très agressive d'acquisition de droits à pêcher dans le monde entier. Et donc, je souhaite que nous puissions, dans les négociations que nous aurons avec le Royaume-Uni, éviter d'arriver sur cette possibilité, sur ce risque. Une nouvelle question qui vous est posée par Hélène. Vous l'indiquiez tout à l'heure, le poisson est en Angleterre, le marché de la pêche, de la transformation du poisson est en France et en Europe. Comment est-ce qu'une entreprise française peut s'adapter, peut se transformer pour faire face aux difficultés à venir avec une visibilité finalement à 5 ans? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'on a besoin effectivement de visibilité, s'adapter, mais s'adapter pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Qu'est-ce que vous leur dites à ces entreprises? Écoutez, c'est substantiellement quasiment l'objet de toutes les questions qui ont été posées hier en commission de pêche du Parlement européen. Parce que effectivement, on a bien compris qu'il y avait cette période de transition de 5 ans et demi qui doit donc nous amener jusqu'en juin 2026 et après. Alors, la directrice générale en charge des sujets maritimes et de la pêche nous a répondu que globalement, en fait, et c'est le problème de cet accord, c'est qu'il protège, il est censé protéger, y compris après cette période de transition, il est censé protéger ces 25%. C'est-à-dire en gros que nous savons que sur l'après 2026, d'ailleurs si vous regardez les tableaux de l'accord, c'est marqué 2026 et après, dans la dernière colonne qui dit où on arrive en termes de répartition des quotas. Et donc, ces 25% sont censés être protégés. Et s'ils n'étaient pas protégés, ce serait une rupture de l'ensemble de l'accord. Et donc, l'ensemble de l'accord, y compris sur la partie commerciale. Et donc, ça mettrait le Royaume-Uni face à des risques de rétorsion extrêmement importants. Des risques de rétorsion, c'est-à-dire clairement le rétablissement de taxes aux frontières, de quotas d'importation d'un certain nombre de produits, et pas que dans le domaine de la pêche. Donc voilà, ceci dit, là où je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, et nous allons continuer ce travail en tant que parlementaires européens, puisque nous devons quand même nous prononcer d'ici la fin du mois de février sur cet accord, nous allons continuer notre travail précis et minutieux de décortiquage de cet accord, qui fait 1446 pages, donc qui demande un petit peu de temps pour le comprendre. Donc, pour l'instant, nous avons des discours plutôt rassurants, mais malgré tout, il nous faut plus de certitude et c'est ce à quoi on va s'atteler. Une nouvelle question au député européen Pierre Karleskind avec Hervé. Oui, vous avez rencontré bien évidemment, j'imagine, beaucoup de pêcheurs. Ils étaient très inquiets puisqu'on parle d'une perte de 40% de leur marché. Quels conseils leur donneriez-vous? Est-ce qu'il faut qu'ils s'installent au Royaume-Uni, créer leur propre société pour avoir accès aux eaux du Royaume-Uni? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'ils doivent pêcher plus sur les côtes atlantiques? Quels sont les conseils que vous leur donnez? Alors aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne les pêcheurs bretons, le premier conseil que je leur donne, c'est de se tourner vers leur organisation de producteurs, dont le travail est justement de regarder comment est-ce que vont être impactés les droits à pêcher. Et globalement, comme je le disais, je constate une chose, c'est que ce soit au nord ou au sud, eh bien, on peut dire que l'essentiel a été préservé. Il y a des difficultés, il va y avoir des difficultés sur un certain nombre de segments précis. Vous voyez le maquereau en Manche et mer du Nord, par exemple. Vous voyez un certain nombre d'espèces que nous pêchons en Ouest-Écosse.
aussi, et sur lequel le port de l'Orient a un gros marché. Et donc, c'est là qu'il va falloir voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres débouchés? C'est pas tout à fait évident quand même de se rabattre sur d'autres zones de pêche. Parce que nous sommes dans une situation où nous sommes déjà juste limite et parfois nous pêchons un petit peu trop sur les zones de pêche déjà exploitées. Globalement, dans l'Atlantique, ça va un peu mieux. Ça va mieux depuis 15 ans. On le voyait d'ailleurs dans les chiffres récemment publiés. La biomasse de poissons a augmenté de 50% au cours des 15 dernières années. Donc c'est très intéressant d'ailleurs grâce aux efforts de pêche. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il faut garder la tête froide. Nous avons une année 2021 qui sera probablement une première année de transition pour regarder comment les choses se passent. Je crois qu'il faut bien garder en tête que nous avons passé une période d'incertitude et que nous devons nous donner au moins cette année 2021 et 2022 pour bien évaluer, pour bien atterrir sur comment les choses vont se passer à l'avenir. Et puis, peut-être une remarque très intéressante de la Commission européenne et qui reste à creuser. Au fond, il y a une réduction de 25% de ce qui représente 40% de l'activité des pêcheurs. Ça veut dire que vous avez entre 8 et 10% de l'activité qui disparaît. Mais pour être précis, c'est 8 à 10% de ce que l'on est autorisé à pêcher. Or, ce que l'on est autorisé à pêcher, c'est directement relié à la biomasse de poissons. Et donc, si pendant les années qui viennent, la biomasse de poissons continue à augmenter parce que nous aurions réussi à mettre en place une gestion durable de la pêche, ce que sur certains stocks nous réussissons à faire, je viens d'exprimer 50% de plus en 15 ans pour la biomasse de poissons, eh bien, cette réduction de 8 à 10% du total qu'on a le droit de pêcher pourrait être tout simplement absorbée par la hausse de la biomasse de poissons. Je sais que c'est un peu technique, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais la réalité, c'est que si nous persistons et que nous réussissons à cette gestion durable de la pêche, eh bien, l'activité de pêche en elle-même pourrait finalement être relativement peu impactée. L'essentiel serait d'ailleurs plutôt des transferts d'un métier à un autre, et donc c'est ça qu'il va falloir regarder concrètement dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Alors il nous reste 2 minutes 30, on arrive vraiment au terme de ce TVR BPGO Business Club. J'aurais une question à vous poser sur la flotte et principalement la flotte en région Bretagne. On a souvent entendu dire que l'âge était assez élevé des bateaux qui sont relativement gourmands. Est-ce que l'on peut envisager vraiment un renouvellement pour des bateaux peut-être un peu plus vertueux ? Et donc, permettant aussi, en consommant moins, de laisser une cote plus importante aux patrons pêcheurs et aux salariés? Oui. Alors, désolé d'être long dans mes questions, mais c'est parfois tellement technique et non, mais aucun problème. Sur cette question du renouvellement de la flotte, moi, ce que je vois, c'est que dans les ports bretons, de plus en plus, on voit des projets apparaître. Et d'ailleurs, ces 5 dernières années, on a vu émerger des nouveaux bateaux dans les ports bretons. Pas assez encore pour le renouvellement de la flotte. Et y compris pour aller sur les îles, sur les îles aussi en Sud-Bretagne, pour aller à Groix notamment ou Belle-Île. Oui, alors, si vous voulez, nous venons de passer 4 ans pendant lesquels on ne savait pas si, à la fin de l'année, il n'allait pas y avoir un no deal. Je me rappelle, ça fait 3 ans qu'on en parle, 3 ans pour être précis. On risque un no deal. Bon, ça fait 3 ans donc que la pêche ne peut pas investir puisqu'elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée dans ce Brexit. Alors voilà, le Brexit est passé. Il nous faut le temps de bien appréhender comment ça va influer. Mais finalement, ça ne va pas influer si énormément que ça. Et donc, il est venu le temps pour la pêche de se lancer dans ces investissements de renouvellement de sa flotte. Je vois, et j'y ai participé quand j'étais vice-président de la région Bretagne, les criers se lancer dans des gros travaux de rénovation, prends la Cornouaille, je prends l'Orient, eh bien, tout ça doit permettre une meilleure valorisation. Et puis avec le renouvellement de la flotte, des bateaux moins gourmands, comme vous le dites, des bateaux plus sûrs, et puis plus attractifs aussi pour les jeunes, parce qu'il faut renouveler aussi les pêcheurs, eh bien, la pêche a probablement un bel avenir devant elle. En tout cas, je travaillerai là où je suis pour que cela se passe comme ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un très grand merci, Pierre Karleskind, député européen, président de la commission de la pêche à Bruxelles, de nous avoir expliqué un peu comme dans une masterclass, un peu vraiment les tenants, les aboutissants. Et on a envie de vous dire, il ne faut rien lâcher, en tout cas à Bruxelles. Merci beaucoup. Un grand merci à Bruno Pin, la bâtonnière Hélène Ledic-Baron et Hervé Kermarek. Merci, monsieur le député européen, d'avoir été avec nous dans ce TVR BPGO Business Club.
Merci à vous. On aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. L'économie décryptée par ceux qui la font avec, là encore, un éclairage particulier sur l'aspect économique, environnemental. Excellente semaine à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.